Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Joseph Larmarange, je suis démographe de santé publique à l'Institut de recherche pour le développement. Et ce matin, j'ai été invité à vous parler des avantages et des défis qui sont posés par la prévention combinée dans le champ du VIH, et en particulier de dépistage communautaire, de prophylaxie pré-exposition ou PrEP et d'autodépistage. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur les tests rapides. Il s'agit d'une innovation diagnostique développée dans les années 90 et qui permet un dépistage dit point of care sur place avec remise d'un résultat en 20 à 30 minutes. Dès 1997, l'OMS va développer des stratégies de dépistage à base de tests rapides, mais dans la plupart des pays du monde où les traitements antirétroviraux ne sont pas encore disponibles, ces stratégies seront peu ou pas mises en place. Dans les années 2000, avec le développement des programmes d'accès au traitement gratuits, on va identifier les retards au dépistage. L'OMS va développer de nouvelles stratégies et notamment, dès 2013, va recommander les approches de dépistage dites communautaires qui apportent notamment la délégation des tâches via une démédicalisation du dépistage. Qu'entend-on par dépistage communautaire? C'est une expression qu'on retrouve largement dans la littérature, que ce soit littérature scientifique ou littérature programmatique, et qui recouvre en fait de multiples réalités. Sous ce vocable-là, on peut parler de dépistage mobile, de dépistage en porte-à-porte, d'activités de dépistage réalisées sur des lieux de prostitution, de socialisation ou de consommation de drogue, voire du dépistage en entreprise, à domicile ou dans des lieux sociaux. Cela peut recouvrer à la fois du dépistage en population générale ou auprès de populations clés, telles que les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les travailleuses du sexe ou les usagers de drogue. De manière générale, on fait référence ici à des activités qui sont réalisées en dehors des structures de santé. On parle alors de dépistage hors les murs. Normalement, lorsqu'on parle de dépistage communautaire, il devrait s'agir d'un dépistage démédicalisé, donc réalisé par des non-professionnels de santé qui sont formés au dépistage et mis en œuvre par des pères éducateurs et des pères éducatrices, c'est-à-dire par des personnes qui sont issues de la même communauté que la communauté visée par l'activité. Je dis normalement, puisqu'il peut arriver parfois que le terme de dépistage communautaire soit utilisé de manière impropre pour d'autres types d'activités. Le dépistage communautaire constitue une véritable avancée. Il va se développer notamment au cours des années 2000 et ça va permettre d'augmenter significativement l'accès au dépistage, notamment pour les populations clés et les populations les plus vulnérables. Dans une enquête que j'ai pu réaliser avec des collègues en 2018 en Côte d'Ivoire auprès d'homosexuels masculins, 37% des enquêtés avaient déjà visité un site communautaire pour faire un dépistage. Et parmi eux, il y avait une satisfaction très élevée de cette proposition de dépistage, parlant d'une meilleure écoute, d'un encadrement bienveillant et d'un espace où ils pouvaient parler plus librement de leurs pratiques. Cependant, lorsqu'on interroge les enquêtés sur leurs préférences en matière de dépistage, la situation est un petit peu différente. Un tiers préfère un dépistage dit communautaire, un tiers n'exprime pas de préférence et un tiers préfère des structures tout public. Il s'agit plus souvent d'hommes qui vont se définir comme bisexuels ou qui vont et hors milieu. En fait, ce qu'ils expriment, c'est une crainte d'être reconnus comme homosexuels s'ils se rendent dans une structure dédiée et donc d'un manque de discrétion. Donc nécessaire de varier les offres de dépistage. Parmi celles-ci, l'autodépistage du VIH est développé depuis quelques années. Il s'agit d'un dispositif médical où un individu réalise lui-même la collecte d'un échantillon, la réalisation du test et sa lecture et interprétation. Il s'agit d'un véritable outil d'empouvoirment. Les personnes peuvent en effet choisir où et quand faire leur test et avec qui partager le résultat. Attention, il ne s'agit pas d'un outil diagnostique, hein. Une personne qui aurait un résultat réactif doit ensuite se rendre dans une structure classique pour faire un test classique de confirmation. Alors, l'autodépistage du VIH doit avant tout venir en complémentarité avec les stratégies de dépistage existantes. Il ne s'agit pas de remplacer, mais d'élargir l'offre disponible en visant en particulier celles et ceux qui aujourd'hui n'accèdent pas au dépistage via les offres traditionnelles. Une approche qui peut aussi être développée selon la volonté politique d'un État, c'est la mise à disposition d'autotests en pharmacie, car si jamais le prix est relativement bas, cela offre plus de discrétion pour celles et ceux qui préfèrent éviter les structures de santé classiques. Dans tous les cas, les stratégies doivent être adaptées à chaque contexte épidémiologique, et un des enjeux importants est d'essayer de prendre en compte ce que j'appellerais les périphéries des populations clés, c'est-à-dire les personnes issues de populations clés mais que l'on a du mal à atteindre sur le terrain avec des pairs éducateurs, ou bien leurs partenaires sexuels. Une véritable innovation de l'autodépistage du VIH, ce sont ses modes de distribution. Bien sûr, on peut remettre des kits de dépistage directement aux personnes pour leur propre usage, on parle alors de distribution primaire,
mais il est également possible de remettre des kits de dépistage aux personnes pour qu'elles les redistribuent à leurs connaissances, leurs partenaires sexuels et à leurs pairs. On parle alors de distribution secondaire. J'ai eu le plaisir et l'honneur de coordonner la partie scientifique du programme Atlas, qui, entre 2019 et 2022, a distribué près de 400 000 autotests en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. La stratégie d'Atlas reposait essentiellement sur ses distributions primaires et secondaires, notamment dans les populations clés, puisqu'à travers les HSH, on espérait pouvoir atteindre leurs pairs, leurs partenaires sexuels qui ne sont pas visibles dans les activités communautaires et leurs partenaires femmes. Via les travailleuses du sexe, on espérait pouvoir atteindre des travailleuses du sexe moins affichées, mais également leurs partenaires réguliers et leurs clients, de même pour les usagers de drogue. Alors, quelles leçons avons-nous pu tirer du projet Atlas? Tout d'abord, c'est une offre acceptable, tant du point de vue des décideurs politiques que des professionnels de santé, des pères éducateurs et pères éducatrices et des populations bénéficiaires. Deuxièmement, la distribution secondaire est tout à fait acceptable et faisable sur le terrain. Ce que l'on a montré, c'est qu'on arrivait à toucher des primo-testeurs, c'est-à-dire des personnes qui ne s'étaient jamais dépistées jusque-là avec les approches classiques. Et surtout, au-delà des populations clés elles-mêmes, nous arrivions à toucher des personnes qui ne s'identifient pas forcément comme appartenant à ces populations clés, ainsi que leurs partenaires. Par un travail de modélisation, nous avons montré que la stratégie Atlas permettait d'augmenter la couverture du dépistage et donc ce qu'on appelle le premier 95 dans les populations clés, et qu'en fait, en permettant aux personnes de connaître leur statut et donc ensuite de rentrer vers les soins et d'initier un traitement, cela permettait d'éviter des infections secondaires à VIH en population générale. Surtout, et c'est un des résultats préliminaires, nos résultats montrent que la stratégie d'autodépistage est extrêmement coût-efficace. Pour une présentation plus complète de l'ensemble des résultats, je vous invite à aller sur le site web du projet Atlas ou sur sa chaîne YouTube. Dans le champ de la prévention, l'innovation majeure de la dernière décennie, c'est l'arrivée de la prophylaxie pré-exposition ou PrEP. Il s'agit de donner un traitement antirétroviral à des personnes séronégatives pour éviter qu'elles ne s'infectent. C'est en 2014 que deux essais, Hypergay en France et Proud en Angleterre, vont montrer que c'est une stratégie efficace pour prévenir les infections à VIH. Et dès 2015, l'OMS va recommander la PrEP pour les personnes à risque substantiel de s'infecter. Ce que nous ont montré les essais, c'est l'importance du suivi communautaire et également qu'il était nécessaire, au-delà de la PrEP, de proposer cette PrEP avec une offre élargie en santé sexuelle, notamment sur la prise en charge des IST. Dans plusieurs régions du monde, telles que du côté de San Francisco, en Île-de-France, ou en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, où l'épidémie est principalement drivée par la question, par les homosexuels masculins, on a pu observer, concomitamment à l'augmentation de l'accès à la PrEP, une baisse des nouvelles infections. Avec le passage à l'échelle des programmes de PrEP, on peut se demander qui en sont les bénéficiaires. En Île-de-France, la NRS a mis en place une grande cohorte, la cohorte Prévenir, et sur plus de 3000 personnes recrutées, 99% sont des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, avec un âge médian de 35 ans. Dans un projet qui a été mené au Bénin, à Cotonou, auprès de travailleuses du sexe, au bout de 12 mois, seuls 60% des travailleuses du sexe qui avaient été engagées dans la cohorte étaient encore présentes. Et quand on regarde les données du programme DREAMS au Kenya, auprès de jeunes filles et adolescentes, la rétention est encore moins bonne, puisque parmi les jeunes femmes qui avaient initié la PrEP, seul un tiers était encore présente au bout de 3 mois après l'initiation. Les données programmatiques auprès des travailleurs du sexe en Afrique du Sud ont été publiées le mois dernier et elles nous montrent qu'entre 2016 et 2020, il y a eu 20 754 initiations de PrEP pour cette population, mais que étaient encore activement sous PrEP en décembre 2020 seulement 1258 femmes. De manière générale, il y a des populations que l'on a du mal à engager dans les programmes de PrEP, ou alors quand on les engage dans les programmes de PrEP, que l'on a du mal à maintenir dans un suivi préventif actif. En Côte d'Ivoire, je suis le co-investigateur principal du projet ANRS Princesse. Il s'agit de cliniques mobiles en santé sexuelle à destination de travailleurs du sexe dans la région de San Pedro. Nos données préliminaires montrent que les participantes sont fortement intéressées par la PrEP. Quand elles rentrent dans la cohorte, 96% expriment un intérêt pour la PrEP. On doit à ce moment-là faire un bilan initial, notamment pour mesurer la créatinine. On leur donne donc rendez-vous au bout de 2 semaines pour initier. Et en fait, on a déjà beaucoup de pertes à ce moment-là, puisque 56% sont sortis de soins avant l'initiation et n'ont pas été vus dans les 6 semaines qui suivent leur intérêt pour la PrEP.
Parmi celles qui ont initié, 62% ne sont pas venues faire leur première visite de suivi post-initiation. Tout cela montre en fait les difficultés de maintenir cette population dans un suivi préventif actif. D'une part, on a une forte mobilité de la population qui vont bouger d'un site à l'autre et qui vont du coup être absentes pendant plusieurs mois avant de revenir, mais aussi dans cette population très précaire, une difficulté à s'engager à prendre un médicament que l'on prend sans être malade et qui apparaît pour certaines comme fatigant ou inutile. Et en fait, le suivi médical de la prévention est devenu trop lourd. En fait, il y a à chaque étape du processus du parcours de PrEP une réévaluation de la balance bénéfice-contrainte avec beaucoup de contraintes pour un suivi PrEP, pour un bénéfice qui lui est théorique et pas forcément palpable ou tangible, qui est celui de la prévention du VIH. Alors que depuis plusieurs années dans le champ du VIH, on travaille à l'allègement du suivi des personnes séropositives, notamment en espaçant les visites, en ayant des consultations moins fréquentes, on se rend compte qu'aujourd'hui le suivi préventif est devenu plus lourd que le suivi thérapeutique, ce qui pose une question importante. Et il est temps peut-être pour nous de repenser aujourd'hui la question de l'allègement de la prévention. Que ce soit pour la prévention, le dépistage ou la prise en charge, les communautaires ont un rôle essentiel. On se rend compte que les pères éducateurs et les pères éducatrices permettent d'améliorer l'accès aux services de dépistage, de prévention et de soins, notamment pour les populations clés, et leur statut, leur rôle doit être mieux reconnu et mieux valorisé. Ça pose notamment la question de la rémunération et leur indemnisation dans les programmes de prévention et de prise en charge, mais également d'une reconnaissance éventuellement juridique de leur statut en tant que médiateur de santé. Et les nouveaux outils qui arrivent, on peut citer les antirétroviraux à longue durée d'action. Ils peuvent servir à la fois dans le champ de la prise en charge thérapeutique, mais également dans le champ de la prévention. Et parmi ceux-là, le capotegravir injectable est maintenant validé par l'OMS et par les différentes instances. Il s'agit d'injections intramusculaires tous les 2 mois. Alors c'est un outil qui a généré beaucoup d'enthousiasme, mais il faut quand même reconnaître qu'il est encore très cher et trop cher pour un certain nombre de programmes. Sa production est relativement limitée, il n'est pas forcément disponible en quantité suffisante pour couvrir l'ensemble des besoins. Et puis souvent, on va prioriser des patients qui sont déjà observants avec les traitements oraux ou à minima qui sont déjà observants dans leur suivi. Donc ça nécessite une visite en clinique tous les 2 mois et donc du coup ça ne serait pas adapté pour des populations qu'on a déjà du mal à engager dans un suivi actif. Et puis ça pose de nouveaux défis logistiques et sociaux. À un moment donné, on a essayé d'alléger la prise en charge avec des systèmes où les personnes n'ont pas à se rendre régulièrement en clinique, où elles peuvent avoir un renouvellement de leur prescription antirétroviraux. Là, il est nécessaire de se rendre en contexte médicalisé pour une injection tous les 2 mois. D'autres antiviraux à longue durée d'action sont aujourd'hui à l'étude. Je pense notamment au lenacapavir, dont des essais de phase 3 viennent de commencer et qui est intéressant à plus d'un titre, car il s'agit d'injections sous-cutanées, donc moins douloureuses que les injections intramusculaires, qui ont lieu tous les 6 mois, voire tous les 12 mois. Ça serait un outil qui pourrait être potentiellement intéressant pour des populations qu'on a du mal à engager dans un suivi régulier. On peut également citer des implants ou des gels vaginaux qui sont en préparation. Et donc l'ensemble de ces outils pourrait permettre de repenser nos modèles d'intervention et d'essayer de lever certains des obstacles que l'on observe aujourd'hui. La difficulté, c'est qu'ils ne seront pas disponibles avant un certain temps. Le lenacapavir est en phase 3 et les résultats ne sont pas attendus en 2027. Et quant aux autres outils, ils sont pour le moment plutôt dans des essais de phase 1. Il faudra encore un certain temps avant qu'ils soient disponibles sur le marché. Pour autant, il ne faut pas non totalement attendre avant de réfléchir à nos modalités d'action, mais on peut dès maintenant anticiper pour voir comment tout cela pourrait être mis en œuvre sur le terrain. Que soient les innovations qui arrivent, elles doivent s'inscrire dans une offre plus globale de services. Typiquement, la PrEP nous a montré que lorsqu'on est passé des essais cliniques à la mise en œuvre opérationnelle, il fallait repenser l'offre de services. Plutôt que d'avoir des services de PrEP avec une offre en santé sexuelle, il est plus pertinent d'avoir des offres de santé sexuelle qui incluent la PrEP. Et pour cela, notamment pour les populations clés et les populations les plus vulnérables, il est essentiel de combiner prise en charge médicale et accompagnement communautaire. Et c'est justement ce que proposent les centres de santé sexuelle qui combinent à la fois offre médicale et offre communautaire. Au final, il est important de retenir qu'aucun outil ne constitue de solution miracle.
Et une innovation qui est efficace dans un essai clinique sera inefficiente sur le terrain si elle n'est pas adaptée aux contraintes sociales, culturelles, économiques, politiques ou structurelles auxquelles les populations font face. Et donc du coup, c'est bien la combinaison de différentes offres et de différentes solutions qui permettra de faire face et lutter efficacement contre l'épidémie. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions.